Bonjour, ravi de vous accueillir et de recevoir dans le cadre d'un partenariat avec l'association ACT, Approche Culture et Territoire, pour des cycles de conférences, donc de recevoir Rachida Brahim. Rachida Brahim est sociologue. Elle a soutenu sa thèse et vient d'en publier un livre aux éditions Sileps, un livre qui s'appelle La race tue deux fois. Et donc, dans le cadre des conférences que nous vous proposons sur notre chaîne YouTube, Rachida Brahim va nous présenter son ouvrage qui vient tout juste de sortir. À vous. Bonjour et merci pour cette invitation et pour l'espace que vous offrez à ce travail. C'est une conférence un peu particulière parce que la salle est vide. L'auditorium dans lequel nous nous trouvons, Raymond et moi, et la personne qui filme, Denis, est vide. Nous sommes tous les trois et les trois sièges sont vides. Et quand on a réfléchi au dispositif, j'ai quand même souhaité maintenir la conférence en l'état. Parce que la crise sanitaire donc, nous empêche de faire des conférences en public. Et en fait, je me suis aperçue que ça me soulageait. Que c'était agréable d'envisager une conférence devant un auditorium vide, devant 300 sièges vides. Parce qu'en général, lorsque j'interviens, j'ai fait des conférences dans des petites salles de cours, dans des grands amphithéâtres en France, à l'étranger. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une densité particulière. Souvent, j'ai froid au fur et à mesure que la conférence avance. Et j'ai l'impression qu'à côté des vivants qui sont dans la salle, il y a les morts qui sont là aussi et qui attendent quelque chose de cette conférence. Et donc là, pour moi, c'était un soulagement de pouvoir m'exprimer en fait devant une partie du public, à savoir devant les morts, qui sont sûrement sur ces sièges, enfin en tout cas c'est ce que j'imagine, et les vivants derrière leurs écrans. C'est plus facile, j'ai à me concentrer sur un type de communication et pas sur deux types de communication. C'est assez innovant en termes de conférences de sociaux. Mais voilà, c'est comme ça que moi je le ressentais, et du coup c'était une belle opportunité, je trouve, à exploiter. Donc oui, ce livre-là que je viens présenter s'appelle La race tue deux fois. Il est paru aux éditions Sileps en janvier, c'est tout récent. Et il est tiré d'une thèse soutenue en 2017. C'est un livre, c'est une histoire des crimes racistes en France. Des crimes racistes commis contre des migrants africains et des descendants de migrants africains. Je me suis intéressée aux années 60, 70, 80, 90, un peu après, un peu avant. Et surtout, c'est une histoire qui se poursuit encore. Pour écrire ce livre, cette histoire, j'ai recueilli 731 cas de crimes racistes que j'ai étudiés pour voir ce qu'il y avait derrière cette notion de crime raciste. Et je suis allée voir dans les archives de la police, de la justice, des RG, des tribunaux, du Parlement français, pour voir comment ces violences-là étaient prises en charge. Et en l'occurrence, ce qu'il apparaît au regard des archives, c'est qu'elles n'ont pas été prises en charge et qu'elles ne sont toujours pas prises en charge. Mais j'y reviendrai plus tard. J'aimerais d'abord expliciter les raisons qui m'ont poussée à travailler sur cette question-là des crimes racistes. Pareil, c'est pas un truc que j'ai dit publiquement, c'est la première fois aussi, c'est inédit. Mais on pense souvent à la question et en fait, si je travaille là-dessus, je crois que c'est à cause d'un banc sur lequel j'étais assise quand j'avais 6-7 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas. J'étais en primaire en tout cas. Un banc et un arbre. C'est un souvenir très puissant, extrêmement fort. J'étais comme toutes les enfants à l'époque, j'avais beaucoup de questions. Et sur ce banc, je me suis posé la question de la matière du banc, de la matière de l'arbre et de ma propre matière. Je me suis posé la question de la matière le banc est en pierre, je me suis posé la question de la matière de la pierre et de la matière du bois en fait.
de la matière, en fait. J'ai essayé de comprendre sur ce banc à 7 ans comment tout ça est fait, de quoi tout ça est constitué. Et je me souviens juste d'un espèce d'éclair fulgurant qui m'a comme traversé le crâne et qui m'a envahi d'une joie immense. C'est comme si tout d'un coup j'avais eu l'impression que les frontières de nos corps respectifs, du banc en pierre, de l'arbre en bois et de moi-même avaient disparu en fait, et que je voyais tous les atomes et que je voyais l'interconnexion en fait entre ces 3 formes de vie, le monde minéral, le monde végétal et moi-même, un corps humain. Et ça a été d'une fulgurance, d'une beauté, d'une grâce incroyable. Et ça m'a mis en joie pendant des jours, et ça me met encore en joie, je crois. Et ouais, j'ai senti la profonde unité, en fait, de ces formes de vie à l'échelle locale, sur mon banc, devant mon bloc, et à l'échelle planétaire, ouais. J'ai pris la mesure de la création, de l'univers, quelque chose comme ça. Enfin, je l'explique comme ça aujourd'hui. À l'époque, j'étais juste heureuse. Et j'ai grandi. Et du coup, j'ai quitté ce banc. Et j'ai expérimenté d'autres choses qui sont plus en lien avec le monde social, la violence du monde social. Je me suis de plus en plus éloignée de cette beauté-là que j'avais vécue sur ce banc. Et j'ai expérimenté ce qu'on expérimente tous, c'est-à-dire les catégories, les cases dans lesquelles on doit rentrer, s'efforcer de rentrer, les manipulations, les bassesses, les trahisons, l'exploitation, la pauvreté, les inégalités, enfin toutes ces choses-là qui appartiennent au monde matériel et social. Et les lois du marché, la lente mais certaine mise à mort des plus faibles d'entre nous, en tout cas de ceux qu'on désigne comme étant les plus faibles. Et plus je grandissais, plus la tension entre ce que j'ai vu, ce que j'ai senti sur ce banc étant petite et ce que j'expérimentais étant plus grande, cette tension, elle devenait insoutenable en fait. Et j'ai rencontré des personnes, il y a une dizaine d'années à Marseille, qui m'ont parlé de crimes racistes qui restaient impunis. Et quand je les entendais, c'est comme si ça venait aggraver cette tension interne, sans doute parce que j'étais moi-même à la recherche de mes propres défunts. Et les entendre parler de leurs défunts, de personnes qu'ils avaient côtoyées, qui n'étaient plus là et qui étaient parties de manière prématurée, totalement injuste, et sans qu'on reconnaisse de quoi ils étaient morts, c'était comme une goutte de trop en fait. Et j'ai eu besoin de comprendre la raison pour laquelle ils sont morts, pour laquelle vous êtes morts. Et voilà, ça a donné un sujet de recherche et une thèse et ce livre aujourd'hui. Donc voilà, c'est une histoire des crimes racistes, c'est aussi l'histoire d'un scandale qui montre que notre société reste et est profondément inégalitaire, et que la question raciale, quoi qu'on en dise et qu'on en pense et qu'on puisse voir, reste déterminante dans les rapports sociaux. Mais c'est aussi l'histoire de ce banc, je crois. C'est aussi l'histoire de ce banc et de comment on y retourne. C'est comme ça que je le vis aussi, ce travail-là. Et je dis on parce que je suis à peu près certaine qu'on a tous vécu le moment que j'ai décrit là étant petite, d'une manière ou d'une autre, quoi. Sur un banc ou au bord d'un lac, d'un ruisseau, sous un arbre, sur une montagne, dans le désert. Chacun à sa manière, je suis à peu près certaine qu'on a tous eu cette expérience-là cruciale, fondamentale de grande connexion à toutes les formes de vie. Et que ce savoir-là, il est primordial qu'on s'en souvienne. Voilà, pour le contexte dans lequel j'ai fait ce travail. Et ce que j'aimerais faire là pour vous présenter ce livre, j'aimerais me mettre à l'interface, me mettre à la frontière. Enfin, je vais essayer, à la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. Parce que c'est deux choses qui m'ont beaucoup occupée, préoccupée, habitée pendant ce travail qui a duré, qui a commencé il y a 10 ans en fait.
Les toutes premières rencontres, ouais, c'était il y a 10 ans. Et donc c'était ces deux choses-là, le monde des vivants et des morts, et la communication entre les deux, et faire le passage, c'était quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée, beaucoup interrogée, qui m'a beaucoup habité sans que je puisse jamais l'exprimer. Et donc je vais essayer de me mettre à cette frontière-là. Et je vais dire aux morts ce que nous, les vivants, avons compris de leur départ. Je voudrais leur dire de quoi ils sont morts, parce qu'ils ont besoin que ce savoir-là, il me semble, soit publiquement énoncé et admis, pour que leurs âmes puissent pérégriner en paix, disons. Et après, j'essaierai de dire aux vivants, des fois c'est plus difficile de communiquer avec les vivants, j'essaierai de dire aux vivants derrière leurs écrans ce que les morts attendent que nous fassions de ce savoir-là. Je vais essayer de faire ça. Alors, de quoi vous êtes mort ? Vous êtes mort d'un système, en fait, qui vous a... vous avez été tué par un homme, mais lui, comme vous, bien que ça soit de manière très différente, vous êtes les victimes d'un même système. J'en suis arrivée à cette conclusion, et d'autres vivants, hein, je ne suis évidemment pas la seule, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées sur cette question. Les personnes concernées par ces violences, les familles des victimes, de brillants auteurs. Et moi, pour creuser cette question davantage, indépendamment de ce que j'ai pu lire ou entendre de la part des personnes concernées, j'ai travaillé à partir d'entretiens, donc d'observations participantes, et j'ai dépouillé une centaine de cartons d'archives, des archives associatives, des archives de la presse, de la police, des RG, du Parlement, donc. Et ce qu'il apparaît, en fait, c'est que, contrairement à ce qu'on nous apprend, à l'école notamment, dans la société en général, la question raciale, cette idée de race, elle ne s'est pas terminée avec la fin de l'esclavagisme, avec la fin du nazisme, avec la fin du colonialisme, mais elle a perduré. Elle a perduré de manière feutrée, très sophistiquée, et elle s'est infiltrée dans les institutions publiques. Ce qu'il apparaît, c'est que le droit, en fait, participe aussi au maintien de la question raciale, le droit qui permet donc d'établir des politiques publiques. Et en France, comme dans différentes sociétés modernes, en fait, et c'est lié à l'histoire du capitalisme aussi, on assiste à un droit qui permet de racialiser des personnes, de les faire entrer dans une catégorie raciale, de les exposer à une violence spécifique, en vertu de cette catégorie à laquelle elles ont été assignées, et ensuite de nier le caractère racial de la violence. Ça demande peut-être que je fasse un petit détour pour expliquer ce concept de race et de racialisation. Et pour les comprendre, en fait, il faut revoir ce qu'on pense de la société d'un point de vue totalement différent. Alors pour certaines personnes, c'est un truc tout à fait établi, pour d'autres, c'est à chaque fois une redécouverte, mais il s'avère en fait que la société, c'est pas un système égalitaire. Pareil, contrairement à ce qu'on voudrait croire ou se faire croire, c'est d'abord un système inégalitaire. Et le but de toute société, c'est de maintenir cette inégalité. Parce qu'elle présente certains avantages pour ceux qui sont dans des positions, disons, favorables. Et la race, c'est un des concepts clés qui permet de hiérarchiser, d'organiser au sein de la société, en fait, des groupes qu'on va hiérarchiser, qu'on va différencier, qu'on va inférioriser, du coup, et qu'on va exposer à cette violence spécifique. Et ça fonctionne de manière très simple. Il suffit de prélever chez des personnes des caractéristiques, des traits tout à fait ordinaires, hein, la forme de leur nez, leur coupe de cheveux, la manière dont elles s'habillent, les signes de religion qu'elles pourraient afficher, des choses comme ça. Et de décréter que ces signes-là, en fait, ont une valeur négative, portent à préjudice, sont dangereux,
et qu'en vertu de ça, il faudrait vraiment se prémunir contre ces personnes. Elles sont désignées comme un problème contre lequel, en fait, on doit se défendre, on doit se protéger. Et c'est performatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a dit, ça fonctionne, en fait. Ces personnes-là deviennent un danger. Et ça se généralise à toutes les personnes qui ont les mêmes traits, ou à celles qui les fréquentent d'un peu trop près. Et c'est ça, la race. C'est juste ça. Et c'est extrêmement puissant. Et la racialisation, donc, c'est ce processus-là, de comment on va définir une race, comment on va identifier des personnes et leur assigner telle ou telle race et tel ou tel critère négatif, et les désigner comme étant un problème. En France, la question raciale, elle a perduré, à mon sens, par-delà la colonisation, puisque c'est un peu le dernier marqueur en termes de crimes contre l'humanité. Elle a perduré par-delà les indépendances, en étant réintroduite dans la politique d'immigration française, dans la politique du logement, dans la politique à destination des quartiers populaires. Et on a désigné, oui, une catégorie de personnes qui posaient problème, et cette catégorie, ce sont précisément les migrants africains, issus des anciens pays colonisés. Et à partir de 62, en fait, mettons, en tout cas les indépendances, l'immigration vers la France a majoritairement été une immigration africaine et notamment algérienne. Et les hauts fonctionnaires français de l'immigration, dans les archives que j'ai pu consulter, expliquent que c'est grave, que c'est un problème, qu'ils ne pourront pas s'assimiler, que vous ne pourrez pas vous assimiler, et que par conséquent, il faut absolument freiner cette immigration-là, votre entrée sur le territoire. Et pour ça, donc, on a associé différentes tares à votre venue. On a beaucoup parlé du fait que les Africains, donc quand on dit Africains, en fait, c'est migrants d'Afrique subsaharienne, et étaient insalubres, en fait, avaient posé des problèmes d'insalubrité, des problèmes de santé publique, parce qu'ils vivaient dans des taudis, qu'ils choisissaient de vivre dans des taudis et dans des bidonvilles pour faire des économies. Que c'était leur mode de vie, qu'ils préféraient vivre comme ça, les uns sur les autres. Ils étaient habitués à ça, et donc ils préféraient, et que ça posait un problème. Et on a beaucoup insisté pour les Algériens sur le fait qu'ils étaient, par essence, des criminels, des voyous, des violeurs, des voleurs, et que de la même manière, il fallait absolument se prémunir contre cette entrée-là. Et on a manipulé des données chiffrées, on a extrapolé, on a généralisé. Il y a plein de formules rhétoriques dans les notes et les rapports que j'ai pu lire qui visent à montrer que cette immigration-là est un danger. On a beaucoup insisté aussi sur les troubles à l'ordre public que vous pouviez causer. Et ça, c'est parti du fait que beaucoup d'entre vous, et parmi ceux qui sont partis, parmi ceux qui restent, ont lutté en fait à l'époque pour dénoncer cet empêchement à vivre, en fait, à exister, à avoir le droit de résider, de siéger, de loger, d'avoir un salaire équivalent aux autres, etc. Et plus vous manifestiez, plus vous faisiez des grèves dans les usines, dans les foyers, des grèves de la faim, plus vous rapprochiez des extrêmes, des gauchistes de l'époque, ou des chrétiens progressistes, et plus on expliquait dans les rapports de police et DRG et au ministère de l'Intérieur que vous alliez causer des troubles à l'ordre public et qu'il fallait absolument vous expulser, en fait. Et cette chose-là a pris aussi corps au sein de la société, pas seulement à l'échelle macro-sociale, donc dans les institutions et dans les politiques publiques, mais au sein de la société, ça s'est traduit par des hommes qui ont pris des armes pour chasser les Arabes de France, pour chasser les Africains de France. Pareil, sur cette même idée que c'était des hommes dangereux contre lesquels, enfin l'argument officiel en tout cas, c'était ce sont des hommes dangereux et nous devons défendre la société, notre pays, contre leur présence. Et c'est comme ça que vous êtes morts au croisement de cette double intention, de ce double registre-là, de ce qui se passe à l'échelle macro-sociale, dans une très longue histoire coloniale, évidemment, et qui perdure par-delà la fin des colonies,
et à l'échelle interpersonnelle, en fait. Et ces deux choses-là, cet aller-retour sans cesse entre ce qu'on définit comme étant un danger à l'échelle étatique et ce qu'on ressent comme étant un danger dans son corps en vertu de sa trajectoire familiale, sociale, ça crée c'est une arme redoutable, quoi, extrêmement destructrice, qui vise des hommes et qui les tue. Et à Marseille, il y a un exemple très probant de ça, c'est en 73, c'est pas une histoire qui est très connue, c'est peut-être bien d'en parler aujourd'hui aussi. En 73 à Marseille, il y a un homme, un Algérien, qui prend le bus. C'est un 25 août 1973. Il prend le bus et le chauffeur de bus lui demande de composter, d'acheter un ticket. Il dit ici on achète un ticket, suivi de ici on composte son ticket. Et l'Algérien s'assoit, obtempère et s'assoit derrière le chauffeur de bus. Quand il démarre, je crois qu'il le poignarde et puis il l'égorge, enfin quelque chose de très violent. Et cet Algérien en question était instable psychologiquement. Et quand le bus prend une rambarde, en fait, il s'en prend à des passagers à l'arrière du bus. Et il va blesser 6 personnes sur les 10 personnes présentes. Il sort finalement du bus et il est frappé par les personnes qui restaient du bus et puis les personnes à l'extérieur. Il est lynché, en fait, et c'est les policiers qui le sortent du lynchage. Et il est hospitalisé et reconnu responsable de ses actes. J'ai fouillé un peu sur l'histoire de cet homme, parce qu'on avait très peu d'éléments. Les archives n'étaient pas ouvertes jusqu'à très peu. Et la presse en a peu parlé, enfin en tout cas, de cet homme-là, de cet Algérien en question, qui s'appelait Salah Boughrine. Et il s'avère que lui-même, en fait, avait été victime 3 ans auparavant, si mes souvenirs sont bons. À Nice, il avait été frappé à coups de madrier sur le crâne et il avait gardé des séquelles très profondes de cette agression. Et il avait été opéré, il avait subi une trépanation et donc il était depuis instable psychologiquement. Et dans la presse de l'époque, le lendemain des faits, après l'affaire du chauffeur de bus, il y a une partie de la presse, toute la presse en parle de cet événement-là. On parle de la victime, de sa famille, des victimes du bus. Il y a des cortèges, des manifestations qui se mettent en place. Il y a des camps, ceux qui vont dénoncer l'immigration sauvage et ceux qui vont défendre le droit des immigrés à vivre simplement, en fait, indépendamment de cet acte-là, qui est un fait terrible, mais a priori, c'est pas tous les jours, en fait. Et ce qu'on a vu dans la presse, du côté de ceux qui dénonçaient l'immigration sauvage, c'est plutôt l'appel à... ce qui ressemblait très fortement à un appel aux expéditions punitives, en fait. On a déclaré, comme ce qu'on voit, dit de manière différente, mais c'est la même chose qu'on voit dans les archives du haut fonctionnaire de l'immigration. On a déclaré dans la presse qu'il fallait absolument lutter contre l'invasion des Algériens, des Maghrébins, qui étaient dangereux et qui donc allaient commettre ce genre de crimes régulièrement. Et ça a pris, en fait, dans les faits parce qu'il y a, dans la semaine qui suit l'affaire du chauffeur de bus, j'ai oublié les chiffres, hein. Il y a 3 morts le lendemain en tout cas, et après 1 mort par jour dans la semaine qui suit. Et voilà, c'est des hommes qu'on retrouve cités dans les entrefilés de la presse locale, dans les faits divers. Très peu d'éléments, il y a 2 lignes. On connaît leur nom et la manière dont ils sont morts en général, des morts violentes. On retrouve des noyés dans le Vieux-Port, des hommes qui ont été tués à coups de hache ou sur qui on a tiré dans la rue en passant en voiture à coups de fusil. Et il y a des affaires d'attentats aussi, pas mal dans cette période. Avant, après l'affaire du chauffeur de bus, enfin 73, c'est exemplaire, c'est caractéristique parce qu'on voit bien comment ces deux choses se télescopent, l'échelle microsociale et l'échelle macrosociale. Mais ces violences-là ont perduré, préexistent et perdurent par-delà 73. Et ce à quoi on assiste, en fait, quand on regarde les archives, c'est comme un long massacre transgénérationnel.
Et ce à quoi on a affaire aussi, c'est ce qu'on peut dévoiler, en fait, ce que les archives dévoilent, c'est un mécanisme caché qui permet non seulement d'exposer des personnes à la violence, que cette chose-là soit encore possible, que des personnes soient exposées à la violence en fonction de leur seule allure, en fait, de leur culture, de leur allure, du fait qu'on les a désignés comme étant problématiques, et que par ailleurs, les demandes de justice et de paix soient étouffées, cette chose-là qui apparaît dans les archives. Et c'est aussi de cette chose-là dont vous êtes morte, en fait, d'avoir été désignés comme des problèmes, et en plus que tout ça soit étouffé, invisibilisé, disqualifié. Et là, je fais référence à une autre partie des politiques publiques françaises. Les politiques du logement, d'immigration, des quartiers populaires dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt celles qui vont avoir pour fonction, même si ce n'est pas dit, de créer des catégories raciales, d'exposer une violence, de particulariser des gens, d'en faire un problème, de faire des lois tout aussi particulières pour le problème que vous poseriez. Et une fois que les violences ont eu lieu, dans les années 70, 80, 90, parce que ça perdure, dont je le disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, et une fois que vous, que d'autres, que ceux qui vous ressemblent, vont exprimer le fait qu'il y a là un crime, un meurtre, un homicide, des agressions, quelque chose qui n'a pas de lieu d'être et qui demande réparation, qui demande que justice soit faite. Il y a d'autres politiques publiques qui se mettent en œuvre, faites par les mêmes hommes, au même moment, et qui, au contraire, vont insister sur le fait que les règles, le droit, est universel, est absolument le même pour tous, et qu'il est, par conséquent, absolument impossible de créer un droit particulier qui permettrait de décrire, de qualifier quelque chose comme le mobile raciste. Du coup, ça n'existe plus. Vous êtes racialisé d'un côté, on vous explique que vous êtes très différents, foncièrement différents, par essence différents, problématiques, inassimilables, inadaptables, délinquants, foncièrement délinquants. Et donc on vous différencie, on vous particularise, c'est un droit particulier qui vous touche. Et quand il y a demande de justice, au contraire, c'est un droit universaliste. Et donc on racialise et on déracialise. Et toutes les affaires de crimes racistes auxquelles j'ai pu accéder sont déracialisées. À part les grands cas, les quelques exceptions, c'est vraiment quand l'auteur des faits a vraiment dit après dans les journaux que c'était un acte raciste et qu'il en était très fier, etc., etc. Et là, effectivement, il y a eu des peines lourdes, mais c'est une infime minorité. L'écrasante majorité des cas, ça finit par des non-lieux, des acquittements, des peines légères avec sursis. Voilà, et c'est aussi ce qui m'a amené à appeler ce livre « La race tue deux fois ». Une première fois en raison du coût physique qui impacte à l'échelle interpersonnelle, et une deuxième fois en raison du coût psychique, cette fois, qui a lieu quand on se confronte au cadre institutionnel, légal, et qui nie cette violence-là. Je peux en dire un peu plus peut-être sur pourquoi on n'a pas su reconnaître le fait que vous êtes mort du racisme interpersonnel, mais aussi du racisme structurel et systémique. C'est en raison de la loi antiraciste, en fait, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un endroit où se résolvent les violences racistes, les crimes racistes en l'occurrence. Mais la législation antiraciste, en fait, ce qu'on comprend aussi en allant fouiller profondément dans ces archives et en les confrontant, la législation antiraciste, en fait, c'est un support du racisme structurel et systémique, contre toute attente, parce qu'elle va s'attacher, à chaque nouvelle loi, en fait, les parlementaires vont s'attacher à faire ce que j'exprime tout à l'heure, à démontrer qu'il ne peut pas y avoir de mobile raciste, parce qu'il n'y a pas de droit particulier en France. C'est-à-dire que c'est un mensonge, en fait. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge qui a lieu dans les plus hautes fonctions de l'appareil étatique, et qui va à l'inverse de ce que ces mêmes parlementaires font dans d'autres domaines de l'action publique. L'immigration, par exemple. Il y a eu 4 lois en France, en 72, 85, 90 et 2003, en tout cas sur la période que j'ai étudiée. C'est en gros
oui, c'est l'appareil législatif antiraciste, c'est les 4 principales lois. On a eu par le passé, mais ça date de l'époque. La dernière, c'est 1939 avant celle de 72. Et en 72, quand la France légifère sur le racisme, c'est parce que l'ONU lui demande de le faire et disons, d'améliorer sa législation antiraciste, notamment en légiférant sur les agressions et les crimes, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 72. Et la France obtempère, mais à minima. Et les parlementaires vont écarter cette idée des crimes racistes en se basant sur les dossiers du ministère de l'Intérieur, sur les dossiers que font remonter les agents de police, les agents de préfecture, et en expliquant que toutes les affaires, là, en fait, il ne s'agit pas du tout de... Ça n'a strictement rien à voir avec du racisme, qu'il n'y a pas de racisme en France, en fait. En 72, c'est 10 ans après la guerre d'Algérie, et on explique qu'il n'y a pas de racisme en France, que si ces hommes sont morts, si vous êtes morts, c'est parce que vous l'avez cherché, en fait. C'est parce que vous l'avez cherché, parce que vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment, parce que votre façon de vous comporter, de parler, vous rend détestable, en fait. C'est ce qu'on explique dans les dossiers, ce que moi j'ai lu, c'est que c'est de votre faute. Et que vous êtes mort pour des affaires de vol, pour des affaires de règlement de compte, pour des affaires d'ivresse. Des fois, on transforme les faits en suicide, en accident. En 73, par exemple, il y a un homme qui meurt près de la voie ferrée à l'Estac, dans le 16e arrondissement de Marseille. Dans la presse, un journaliste dit qu'il est mort à coups de hache, qu'il a eu le crâne fracturé à coups de hache. Et j'ai retrouvé cette affaire dans les dossiers du ministère de l'Intérieur, qui envoie une note aux parlementaires de l'époque et aux affaires étrangères. Enfin, il y a toute une circulation entre ces différents hauts fonctionnaires. Et on explique que cet homme, en fait, c'est un accident. Ça n'a strictement rien à voir avec un acte raciste, ou d'ailleurs avec un homicide, en fait. C'est un accident. Il serait mort par accident près de cette voie ferrée, peut-être en tombant du train. Voilà, on tombe sur ce genre d'explications, parfois extrêmement fantaisistes, extrêmement légères, jamais étayées. Et ouais, c'est de ça dont vous êtes mort aussi, et dont vous continuez à mourir, et dont on continue à mourir aussi, en fait, de ce long massacre et de ce très long mensonge qui est inadmissible. Et voilà, donc 72, la loi s'appuie sur ces dossiers-là, faits par les préfets, les commissaires, le ministère de l'Intérieur, une direction, notamment la direction de la réglementation au sein du ministère de l'Intérieur. Et donc voilà, dans la loi, les parlementaires vont décider de légiférer sur la parole raciste, sur les injures, les diffamations, les incitations à la haine, ce genre de choses, et vont complètement occulter les affaires de crimes racistes qui sont massives à l'époque, puisque nous sommes 10 ans seulement après la guerre d'Algérie. Et que tout le contexte sociodémographique, politique, géopolitique vous désigne comme des coupables idéaux. Et vous expose, ouais, vous laisse mourir, vous fait mourir. Voilà pour 72. Et la suivante, c'est 85. 85, on est 2 ans après la grande marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a été initiée avant tout pour dénoncer les crimes racistes de l'époque, qui continuent, qui sont tout aussi massifs. Les 731 cas que j'ai recueillis, je les ai recueillis seul dans mon coin comme j'ai pu. Et je pense que c'est très en deçà de ce que ça a pu être et de ce que ça continue à être. Et en tout cas, en 83, quand les marcheurs lancent cette initiative, c'est pour dénoncer ces crimes racistes. Ils ont des pancartes dans la main avec les hommes qui meurent encore. Et on leur promet une loi contre le racisme. On leur promet une nouvelle loi contre le racisme qui va améliorer celle de 72, qui est insuffisante, puisqu'il n'y a pas de mobile raciste, pas de crime raciste, et que les familles ne peuvent pas espérer une réparation au sein des tribunaux. Et les parlementaires vont contourner cette promesse
Il y a des longs débats sur le mobile raciste qui expliquent qu'on voit bien les oppositions qui sont très profondes. Et à nouveau, comme en 72, ce qui va être invoqué, c'est le droit commun. On ne peut pas légiférer là-dessus, c'est impossible, parce que le droit français est un droit universaliste, le même pour tous. Il est hors de question de créer un mobile raciste dans le droit français. Et voilà, donc on nomme le mobile raciste, on explique que les associations peuvent se porter partie civile. Certaines associations, pas forcément celles des familles des victimes, parce il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Et ces associations-là ne les répondent pas forcément, c'est plutôt le MRAP et la LICRA qui sont autorisées à être partie civile. Et voilà, et donc on ne qualifie pas à nouveau cette chose-là, on ne permet pas de légiférer là-dessus, ni aux magistrats, aux familles, aux avocats, de plaider cette cause-là, en fait. La loi suivante, c'est 90. Pareil, 90, les crimes continuent. Là, ce ne sont plus les marcheurs. J'ai oublié de dire qu'en 72, c'était quand même important, c'est le mouvement des travailleurs arabes qui s'est beaucoup opposé à ces violences-là et qui les a dénoncées avec force. 90, on est dans une autre époque, une autre génération, mais la résistance est toujours là et elle a la même force, la même puissance. Et en face, il y a les mêmes entreprises de disqualification, de saccage, de mise à mort de la parole et non pas des personnes. Mais c'est le même processus. Et là, ce sont la génération du MIB, la génération des émeutiers, de ceux qui descendent dans la rue, qui brûlent ce qu'ils peuvent pour dire la même chose que leurs prédécesseurs, à savoir qu'ils refusent de mourir, en fait, tout simplement, quoi. Et la loi de 90, elle va reposer. C'est la loi Guesso, qui est assez connue aussi, qui est considérée comme un des piliers de la législation antiraciste française. Et la loi Guesso, sa première intention, c'était légiférer contre les crimes racistes, définir un mobile raciste, en faire une circonstance aggravante, que le racisme meurtrier soit possible dans les tribunaux, en fait, qu'il puisse être jugé, pénalisé. Et en fait, très vite aussi, la commission des lois a revu cette loi, a totalement écarté cette idée d'un mobile raciste, qui était pourtant la priorité de cette loi, et elle a été remplacée par le délit de négationnisme. Ça s'explique par tout un contexte aussi où le FN a beaucoup d'emprise dans le débat public et c'est à travers cette loi, c'est lui qu'on cherche à atteindre au sein de l'arène parlementaire et on cherche à vaincre en fait cette montée du FN. Quoi qu'il en soit, cette question du mobile raciste passe totalement à la trappe à nouveau. Et la parole de ceux qui dénoncent cette violence-là est à nouveau discréditée, étouffée, malmenée, saccagée. Et vos morts ne sont toujours pas reconnues pour ce qu'elles sont. Et 2003, c'est la 4e loi que j'ai étudiée durant cette période-là. Je me suis arrêtée à cette loi-là parce que c'est la loi qui va reconnaître le mobile raciste, à minima et de manière problématique, parce qu'elle est elle-même racialisante, en fait. C'est-à-dire que les députés qui mettent en avant cette loi sont des députés UMP. Ils expliquent qu'il faut absolument légiférer sur la question, non pas en raison des 40 dernières années de lutte, disons, en France, c'est parce que donc, tous ces militants dont je vous parle, en fait, sont des militants en France qui ont donné corps à un mouvement des droits civiques, en fait, même s'il n'est jamais nommé comme tel et qui continue à exister. Mais cette loi de 2003, elle ne vient pas les honorer ni leur rendre... donner à leur parole une place d'honneur. En fait, elle vient surtout s'incliner devant ce que demande l'Europe. Le droit européen qui essaie d'uniformiser les différentes législations françaises, allemandes, belges sur la question du racisme. Et donc voilà, les Français doivent faire comme les autres et essayer de définir cette question de mobile raciste. Et en 90, pareil, c'est sous l'influence de l'Europe que la loi a été votée. Et voilà, donc on va accepter l'idée qu'il y a un mobile raciste, mais pour qu'il soit reconnu, il faut que l'auteur des faits ait prononcé une parole raciste. On insiste à nouveau sur l'importance de la parole raciste. Et
et aussi sur... Ce qui est gênant en fait dans cette loi, c'est on voit bien comment les parlementaires racialisent, créent des groupes en fait raciaux ou ethniques, appelez ça comme ça vous arrange, c'est la même chose. Par exemple, ils vont insister sur le fait qu'en France, si on a besoin de légiférer sur cette question et de mettre un terme à l'impunité, c'est un terme qui est employé par les députés, c'est parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme. À nouveau, les chiffres sont manipulés. Dans les chiffres, il y a plus de violences qui concernent ce qu'on appelle le racisme, ce qu'ils appellent le racisme anti-maghrébin et qui le différencie de l'antisémitisme. Mais pourtant, l'argument, c'est qu'il faut absolument lutter contre l'antisémitisme qui est de plus en plus important, qui a un renouveau, une résurgence. Et les responsables seraient les jeunes maghrébins dans les écoles primaires, et les femmes voilées, les mamans. C'est à cause d'elles qu'il y aurait ce renouveau, et ce qu'on vise derrière, en fait, c'est la montée de l'islamisme. C'est la chute des tours du World Trade Center. C'est toute cette ambiance qui se met en place au début des années 2000 et qui fait qu'on va à nouveau désigner comme un problème ces personnes qui portent ces caractéristiques-là, cette culture-là, cette façon de faire, et surtout en généralisant, en fait, en faisant d'un événement particulier ou de quelques cas particuliers, de les généraliser à l'ensemble de la population, ce qu'on appelle donc la racialisation, l'islamophobie, le racisme, en fait, c'est exactement ça, quoi. Et voilà, donc cette loi n'est pas plus opérante que les autres à l'heure actuelle. Voilà ce que met en évidence ces archives. En fait, c'est donc un système, en fait, comme je le disais pour commencer, dont vous êtes mort, un système capitaliste, un système raciste, un système qui permet de vous désigner comme des problèmes et qui vous expose à une violence spécifique et qui vous laisse mourir, en fait. C'est une guerre larvée, c'est une longue guerre larvée qui a commencé bien avant ce que j'ai étudié, qui continue, comme je le disais aussi tout à l'heure. Et voilà, j'espère que de le dire à haute voix, de l'énoncer, permet à chacun d'en prendre conscience, permet à chacun de prendre la mesure collective de cette histoire-là, de ce long massacre, et de la responsabilité que nous avons chacun face à ce long massacre et à ces mécanismes cachés. Et ça, c'est peut-être ce que j'avais l'intention de dire après avoir parlé aux morts. C'est ce que nous pouvons, nous les vivants, faire de ce savoir-là, en fait, une fois qu'on sait que voilà, qu'il y a ce système qui est en place, qu'il est ravageur, destructeur, tourné vers le profit, vers le maintien des inégalités. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Une fois qu'on a compris de quoi vous êtes morts et de quoi nous souffrons encore, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la question la plus difficile, parce que c'est celle qui fait qu'on doit parler aux vivants, depuis sa place de vivante. C'est la place la plus difficile, parce que ça demande d'aller creuser l'espoir, en fait, d'aller creuser des zones en soi où... Ça demande de retourner à ce banc dont je parlais tout à l'heure, en fait. Ça demande qu'on arrive chacun à retourner sur ce banc, enfin sur nos bancs respectifs. J'ai l'impression qu'il y a ce travail-là, en tout cas pour ma part, ce que ça m'a fait, d'avoir conscience de cette chose-là, de pouvoir la nommer, la décrire, l'étudier, la décrypter, la disséquer, en parler à d'autres. J'ai l'impression que ça m'a obligée à revenir sur ce banc, à me souvenir de ce banc, en fait. Et peut-être que ça nous oblige tous à nous souvenir de ces moments-là où on a senti une profonde unité, un profond sentiment d'unité, en fait, de beauté, d'unité, de grâce, qui traversait toutes les formes de vie, en fait, et qui fait front, qui s'oppose tellement à ce qu'on voit au quotidien, qui est plutôt un sentiment de violence et de division, en fait, de violence sociale et de division constante. Et j'ai l'impression que le seul moyen de faire face à cette violence sociale-là, et à sa force, à sa cruauté, à
son caractère implacable et froid, c'est de revenir à ce banc dont je parlais. C'est de se reconnecter, de se souvenir de cette présence-là, de cette possibilité-là. C'est l'impression qu'il faut faire feu de tout bois, faire flèche de tout bois aussi, c'est-à-dire prendre toutes les ressources qu'on peut attraper, la sociologie, la philosophie, la psychologie, la danse, le théâtre, l'écriture, le chant. Prendre tout ce qu'on peut pour vivre, en fait. J'ai l'impression que ce que nous disent les morts, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils veulent qu'on fasse de ce savoir-là, c'est qu'on vive, quoi, mais pas un peu. Qu'on vive franchement. Je crois qu'ils attendent qu'on enterre nos morts respectives et qu'on conjure le sort en faisant ce travail-là, en parlant, en se rassemblant pour en parler. Ouais, qu'on enterre nos morts et qu'on conjure le sort, c'est une phrase qui m'a beaucoup imprégnée. Et vivre, en fait, de toute notre vitalité, en fonction de ce que j'ai dit précédemment, en vertu de ce système qui, lui, est implacable et meurtrier, ça implique forcément de résister, en fait. C'est-à-dire que c'est égal, quoi, vivre, c'est forcément avoir à résister. C'est forcément, à un moment, dire qu'on entre en résistance. Pour ne pas se laisser malmener et saccager, pour faire honneur à ceux qui nous ont précédés, pour faire honneur à ceux qui viendront après nous, pour faire honneur à notre propre vérité qu'on a vécue sur ce banc étant petite, ou ailleurs. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne autour de ça. D'avoir à vivre et d'apprendre à résister, de se rassembler pour parler de comment on fait ça. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. J'espère que c'était clair. Et j'espère aussi que j'ai rêvé il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un rêve où ma grand-mère, je pense que c'est ma grand-mère, que j'ai pas connue, mais je pense que c'est ma grand-mère, est assise en tailleur, mais elle est en lévitation, elle est à peu près à mi-hauteur de la pièce. Et elle a un livre devant elle, et je pense que c'est le livre dont on parle là. Et elle pose ses mains sur le livre, elle me regarde et elle me dit « C'est un livre médecine. C'est un livre médecine. » Et c'est un rêve qui m'a, comme sur le banc petite, qui m'a inondée de joie, qui m'a subjuguée de beauté. Et je le partage avec vous parce que j'espère qu'il fera écho. Ouais, j'espère que ce travail-là, très humblement, très modestement, parce qu'il y aurait tellement à dire, et les personnes qui le vivent, qui ont milité, qui ont lutté, qui continuent à résister, le diraient sans doute bien mieux que moi. Mais ouais, j'ai l'impression que j'espère que ce travail-là fera office de linceul pour ceux qui sont partis, qu'ils puissent se reposer enfin. Et j'espère aussi que ça servira à la lecture, ou en tout cas à l'écoute, ou si on ouvre des espaces pour en parler, pour parler de cette chose-là, du racisme structurel et systémique, que ça agisse comme un onguent, en fait, comme un onguent qui vient apaiser, panser les plaies et libérer des mémoires douloureuses. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.